En plateau pour nous accompagner pour cette première demi-heure, Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfi. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Allons-y sur le sujet catalan, le sujet espagnol. Comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce que vous évaluez le risque que représente cette crise politique, institutionnelle, ouverte désormais entre Madrid et Barcelone? Hier, le marché semblait le mettre un petit peu de côté, mais on voit que les choses et la pression repartent de plus belle aujourd'hui. Oui, on a un indice IBEX, donc l'indice sur la bourse espagnole qui est en baisse de plus de 2%. Donc on a clairement une correction et des taux souverains qui repartent bien à la hausse. On a pris quelques 17 BP depuis le début du mois, 0,17%. Donc c'est quand même un mouvement pas extrêmement violent, mais ça montre quand même certaines inquiétudes. Le marché aujourd'hui se pose des questions parce qu'on voit que aussi bien du côté de Madrid que du côté de la Catalogne, il y a un peu ce jeu de mettre la tête, faire un peu ne pas écouter chacun des deux partis et avancer. Chacun fonce tête baissée vers son objectif, on va dire. Voilà, exactement. C'est un peu la politique de l'autruche et on va être obligé d'arriver à une discussion parce que sinon on risque d'avoir des tensions encore plus fortes. On voit qu'il y a des menaces qui sont montées. Le roi, donc, qui effectivement, comme vous l'évoquiez, qui intervient assez rarement, a pris une position très claire et a condamné vivement ce référendum qui a été interdit par Madrid. Derrière, on voit Mario Rajoy qui commence à brandir certains articles, notamment le 155, pour justement un peu invalider ce référendum et bloquer toute indépendance de la Catalogne. Donc on voit que pour le moment, il n'y a pas de discussion. Et derrière, on voit cette interview sur la BBC du président de la Catalogne qui clairement fait fi de toute reproche de Madrid. Donc d'un côté comme de l'autre, on n'écoute pas et il va falloir discuter parce que sinon, on risque d'avoir encore de la volatilité sur les marchés et ça risque de pénaliser à la fois, d'une part, d'abord l'Espagne, la Catalogne et plus à moyen terme, si ça continue, l'Europe. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, au stade où on en est, est-ce que cette situation, cette crise politique ouverte, alors qu'on n'avait pas franchement vu venir, on savait qu'il y avait ce référendum d'autodétermination, mais on n'imaginait pas peut-être l'ampleur de la crise qui pourrait en découler. Est-ce que ça peut justifier, je ne sais pas, de prendre quelques profits, de redescendre un petit peu son exposition ou son niveau de risque dans les portefeuilles, ou est-ce que non, en face de ça, je ne sais pas, la macro, les entreprises continuent de justifier d'être investies pleinement, ou en tout cas d'être investi là sur les actions européennes? Non, je pense alors sur le marché espagnol, oui, je pense que pour le moment, il vaut mieux être à l'écart pour l'instant, en attendant de voir comment ça évolue. La crise, on va dire, est pas encore trop puissante pour dire on désinvestit aussi sur le marché de la zone euro parce qu'on risque d'avoir des répercussions importantes. Attendons de voir un peu comment ça évolue, c'est tout frais. Ce qui est certain, c'est que les marchés avaient un peu éviter ce sujet-là, ne l'avait pas regardé et se rend compte que doucement en fait la crise politique est forte et qu'elle risque de, on voit au vu des derniers événements, elle risque de durer un petit peu, donc il faut prendre quelques précautions. Pour le moment, c'est peut-être un petit peu tôt pour dire voilà, il va y avoir une contagion, on va avoir des actifs qui vont souffrir. Ce qui est sûr, c'est que depuis début septembre, où on voit un marché action européen, zone euro qui repart pratiquement de plus 6% depuis les points bas fin août, le marché espagnol n'a rien fait et là vient de perdre encore. Donc on a un décalage de presque 7% maintenant. Et ça veut dire quoi d'un point de vue tactique? L'idée sera plutôt peut-être de chercher à réinvestir ce marché espagnol à un moment? Si effectivement on voit une sortie positive, il est clair qu'il faut aller sur le marché espagnol. Pour le moment, c'est un petit peu tôt, c'est un petit peu dangereux, on a pas mal de volatilité, mais on est sur des valorisations qui étaient déjà basses sur le marché espagnol, à peu près à 14 au niveau du prix, du cours sur bénéfice, qui est assez bas par rapport à la moyenne de la zone euro. Donc oui, si on a une issue qui semble favorable, qui semble se dégager, oui, ce sera intéressant d'aller sur ce marché-là. Bon, il faut regarder spécifiquement le secteur bancaire. Alors on peut le regarder sur les actions. Les actions des banques espagnoles sont malmenées à nouveau aujourd'hui. Des baisses de 5-6% pour les grandes banques et les grandes banques catalanes, notamment Banco de Sabadell ou encore CaixaBank. On voit le secteur bancaire en Europe qui est affecté. Alors l'IBEX évidemment qui plie sous le poids des banques, qui représente un tiers quand même de la capitalisation de l'IBEX, les banques espagnoles. Ça se retrouve sur les
les banques de la zone euro. Que nous dit le marché du crédit? C'est toujours intéressant de regarder évidemment le marché de la dette et de la dette bancaire à ce stade. Sébastien Barthélémy est avec nous par téléphone, responsable de la recherche crédit de Kepler Chevreux. Bonjour Sébastien. Que nous dit l'univers du crédit justement là sur cette crise espagnole? Est-ce qu'il y a des tensions particulières? Comment est-ce qu'on peut comparer aussi les tensions qu'on a aujourd'hui sur les actifs espagnols aux tensions précédentes qu'on a pu avoir sur l'Espagne ou sur la zone euro dans son ensemble? À quel niveau de stress on se situe aujourd'hui, Sébastien? Bonjour, bien le niveau de stress pour l'instant est limité. Alors effectivement, on enregistre un écartement des spreads aussi bien sur les CDS que sur les souches les plus risquées des banques, que sont les additionnels tier 1, les AT1, des super subordonnés, qui est un bon indicateur de risque sur les banques. Il y a un écartement des spreads, mais celui-ci reste effectivement pour l'instant limité. On n'est pas encore sur des niveaux du type ampleur de ce qu'on a pu enregistrer à la mi-août, quand il y avait des tensions au niveau de la Corée du Nord. Néanmoins, la tendance est claire là, c'est un écartement des spreads. Ah oui, non, mais intéressant, Sébastien, parce que là, on est sur l'univers du crédit, alors sans rentrer dans le détail technique de quelle dette bancaire vous regardez, mais il y a eu plus de stress sur les banques espagnoles au moment des tensions liées à la Corée du Nord cet été qu'aujourd'hui sur une tension purement espagnole, enfin sur un événement purement espagnol de sécession ou d'idée de la sécession de la Catalogne. Effectivement, ça peut paraître illogique, mais quand on regarde non, mais c'est intéressant en tout cas. Quand on regarde des grandes banques espagnoles du type BBVA ou Santander, effectivement beaucoup plus internationales que des CaixaBank ou des Sabadell, l'impact des tensions a été assez important, puisqu'on parlait d'un écartement d'environ 150 points de base. Là, effectivement, l'impact de la crise catalane est plus importante sur les petites banques, on va dire les moins internationales, que sont la Sabadell et la CaixaBank, ou même la Bankia. Mais effectivement, là pour l'instant, l'écartement des spreads, on parle d'une trentaine, quarantaine de points de base, reste limité. Néanmoins, c'est les premiers jours, comme ça a été dit, et il y a un phénomène d'attente et d'observation. Bien sûr, effectivement, attendons de voir comment est-ce que la situation va évoluer, déclaration d'indépendance ou pas, le roi est intervenu hier, il y a une prise de parole prévue ce soir du chef de l'exécutif catalan, donc on aura de nouvelles étapes et sans doute de la matière supplémentaire pour juger de l'importance de la crise. Effet de contagion ou pas, Sébastien? Toujours via le canal bancaire, via le canal de la dette bancaire, est-ce que ça se retrouve, ces tensions se retrouvent, je ne sais pas, ailleurs, sur des banques italiennes, sur des banques de pays périphériques, ou est-ce que non, ça reste très circonscrit là, à la Catalogne et à l'Espagne pour l'instant? Alors pour l'instant, effectivement, ça reste circonscrit à l'Espagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les spreads, la dette, l'évolution des spreads, outre la problématique sociale, politique, on est surtout sur une problématique de notation de pays. Le gros risque qui pèse actuellement sur les banques, et c'est uniquement sur les banques espagnoles, c'est effectivement si ces tensions politiques et sociales viennent avoir un impact négatif sur l'économie espagnole, ça va faire porter un risque à la notation souveraine de l'Espagne. Et si cette notation souveraine veut être admise sous pression, eh bien, méthodologiquement, les banques espagnoles seront négativement impactées également par la dégradation potentielle de la note de la souveraine de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a un effet de contagion top-down, mais uniquement circonscrit à l'Espagne. Bon, voilà, pour l'instant, on va dire que le sujet, du point de vue des marchés, reste quand même très espagnol, très catalan et très espagnol. Ça pèse sur les banques. Alors, ça se retrouve sur l'ensemble du secteur bancaire en Europe, mais avec un impact quand même limité. La bourse de Madrid qui recule cet après-midi, qui perd à nouveau plus de 2%. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Sébastien Barthélémy, responsable de la recherche crédit de Kepler Chevreux. Je trouve que cette situation espagnole, cette crise politique en Espagne, représente assez bien aussi comment le marché fonctionne aujourd'hui. Parce qu'à côté de cette crise politique ouverte que personne n'avait vu venir et dont personne ne connaît encore la gravité ou la suite, on a des entreprises en zone euro qui sont, alors je cite Markit, galvanisées par les flux de nouveaux contrats qui augmentent à un rythme sans précédent depuis 6 ans. Et les anticipations d'une poursuite de la croissance sont ainsi ravivées après la pause estivale. Commentaire fait par les équipes d'économistes de Markit, ce grand cabinet qui chaque mois réalise ses enquêtes auprès des directeurs d'achat, là concernant donc le mois de septembre et la zone euro. Il y a 6 mois encore, je pense qu'on n'espérait même pas lire ce genre de commentaires sur la zone euro, Quentin.
Oui, c'est vrai que là, c'est encore mieux qu'espéré. Plus le temps passe, mieux ça va. Oui, on voit vraiment qu'il y a une dynamique. C'est pour ça qu'on reste très positif sur la zone euro. Il y a une vraie dynamique. C'est vrai que cet indice Markit est sur des niveaux très élevés. Que en plus, ce qui fait que cet indice est élevé, c'est sur les nouvelles commandes. Donc sur les nouvelles commandes au plus haut depuis 6 ans et demi. Donc ça, c'est vraiment une très bonne variable dans ce thermomètre de la macroéconomie au niveau de la zone euro. Donc on est dans une bonne dynamique au niveau de la zone euro, et ça c'est très positif pour le marché action, et c'est très positif pour les entreprises de manière générale. Et on est toujours au-delà de ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines peut-être, hein, parce que Markit parle d'une pause estivale. C'est vrai que ces indicateurs juillet-août, ils ont un petit peu stagné, voilà, mais sur des niveaux très importants. Puis là, on a une nouvelle accélération, enfin comme si, voilà, après l'été, hop, on était prêt à repartir, à continuer d'accélérer. Oui, c'est vrai qu'on avait eu sur le début, c'est-à-dire quand on compare, quand on regarde sur les derniers mois, on avait eu un petit peu ce coup d'arrêt, notamment avec ce renchérissement de l'euro. On avait eu un petit peu ce coup d'arrêt, quelques inquiétudes. Quels vont être les impacts de cette appréciation de l'euro, parce que ça avait été quand même très rapide, et on voit que en fait, on passe à travers, on est en train de passer à travers, et que en fait, les entreprises arrivent très bien à s'accommoder de cette hausse de l'euro. Mais encore une fois, cette hausse d'euro est due aussi à un regain d'optimisme de la zone. Bon, il y a aussi des impacts des politiques monétaires, faut pas le nier, et peut-être une Fed qui est un petit peu moins rapide que prévu dans son cycle monétaire, mais quand même il y a aussi cette confiance qui revient sur la zone euro. Tout ça va se traduire dans les résultats des entreprises. Enfin, c'est encore l'espoir là aussi. Tous les 3 mois, on a ces saisons de publication de résultats d'entreprise. Donc là, on va avoir d'ici quelques jours, quelques semaines, les premiers gros résultats du 3e trimestre pour les entreprises européennes. Est-ce que c'est un driver, un catalyseur important pour les marchés? Est-ce que finalement c'est déjà joué, déjà intégré dans les plus 10% qu'on a sur les actions européennes aujourd'hui depuis le 1er janvier? Est-ce que vous êtes confortable avec les attentes? Est-ce que vous dites attention danger, les attentes commencent à être très élevées, donc difficiles à tenir? Comment vous positionnez là avant cette saison de résultats? Alors, si on regarde les résultats, en moyenne on est sur une croissance d'à peu près 5% des résultats sur le T3, sur les estimés. Ouais. C'est beaucoup moins bien quand même si on regarde par rapport au T2, mais on avait eu un très bon T2, donc on ne pouvait pas non plus continuer une dynamique. Donc c'était anticipé, c'est anticipé, et je pense que ça, on devrait avoir des bonnes publications en ligne avec ces estimations, et tout l'enjeu est de savoir si est-ce qu'on va largement superformer ces estimations ou pas, mais on reste sur de bons résultats. On devrait avoir de bons résultats sur les sociétés, et ça devrait servir de catalyseur pour permettre au marché action de continuer. Alors c'est vrai que là on va peut-être pas continuer en ligne droite de début septembre jusqu'à décembre. On risque d'avoir des à-coups un petit peu, surtout avec les crises politiques qu'on voit un peu naître en zone euro. Mais il y a pas d'inquiétude à avoir sur les marchés aujourd'hui. Alors c'est vrai, on a une classe d'actifs qui reste pas peu cher, qui n'est pas peu cher, c'est clair. Mais si on compare, si on fait du relatif par rapport aux autres classes d'actifs, ça reste une des classes d'actifs les plus attractives. Bon, et d'un point de vue tactique, là, très, très court-termiste, effectivement, d'avoir une petite respiration du marché, parce qu'on le répète, hein, mais c'est vrai que depuis fin août, début septembre, le marché monte en apnée, hein, sans retracement, sans respiration. Donc c'est même très difficile de trouver des points d'entrée dans ce marché-là. C'est presque le paradoxe. Ceux qui veulent acheter ont beaucoup de mal, parce que le train continue de rouler et ne s'arrête pas, là. Oui, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, parce qu'on est sorti de ces crises géopolitiques, notamment en Corée, et tout d'un coup, on a le marché qui est reparti, parce qu'on a les tensions se sont un petit peu réduites, et le marché claque, s'emballe. Mais ça montre bien aussi qu'il y a des fondamentaux derrière qui sont solides. Mais on peut pas avoir non plus un marché, on a des bons résultats, mais on peut pas non plus avoir un marché qui fait que monter. Donc on risque d'avoir certaines phases de consolidation avant peut-être d'avoir un effet de fin d'année assez qui vient assez souvent, on va dire. On peut avoir quelques zones de turbulence, et la preuve en est, c'est aujourd'hui avec un marché qui consolide un petit peu, alors très légèrement, mais qui consolide un petit peu sur des tensions politiques. Qu'est-ce qui pourrait servir de prétexte? Alors la crise politique en Espagne, très limitée pour l'instant à l'Espagne. Je sais pas, une banque centrale européenne qui pourrait
surprendre le marché. Alors la réunion est encore dans quelques semaines, le 26 octobre prochain, mais on parlait des très bons chiffres, des chiffres encore excellents, au-delà des attentes qu'on a encore pour la zone euro là sur les indicateurs du mois de septembre. Est-ce que la contrepartie, ça veut dire une BCE un peu moins friendly, un peu moins amicale? Est-ce que ça c'est un risque? On spécule beaucoup aussi sur le remplacement de Janet Yellen. Alors évidemment, ça fait tourner les sites de Paris, ça fait du buzz, ça fait écrire du papier, comme on dit dans les médias. Mais est-ce que c'est un sujet là aussi important qui pourrait être pris au sérieux par les investisseurs? Oui, je pense que c'est deux sujets quand même qui sont importants. Le premier sur la BCE, c'est vrai qu'on voit plusieurs, notamment on l'a vu avec le président de la Banque de France, qui commence à parler de réduction, qui commence à parler de mais pragmatique, il a appuyé sur le terme pragmatique, donc ce qui veut dire que de plus en plus, on l'a vu aussi avec le chef économiste de la BCE, M. Pratt, qui lui aussi a appuyé sur, effectivement, on pourrait avoir une réduction, notamment déjà des rachats. Il faut voir que depuis 2015, on a accumulé quand même, la BCE a accumulé 2000 milliards d'obligations, donc notamment, on a évoqué les sujets de s'il y a une réduction des rachats, on risque d'avoir ce qu'on appelle une maturité des papiers qu'a la BCE qui sera réduite, et ce qui devrait faire remonter un peu les taux longs, et donc le financement deviendrait un petit peu plus cher. Donc on risque d'avoir ce type d'impact qui risque d'impacter un petit peu les marchés, et peut-être effectivement, vu que les chiffres sont meilleurs qu'attendus, on peut avoir des propos un petit peu plus, on va dire, faucons. C'était une question oui, c'est ça, de curseur, quel niveau de gradualité, quel niveau de progressivité on va avoir dans cette normalisation des politiques monétaires. Oui, on peut avoir des mouvements un petit peu sur les taux longs. Alors sur les taux courts, c'est sûr, il y aura pas de surprise, mais on peut avoir des mouvements un petit peu plus forts sur les taux longs, dus à un ton un petit peu plus faucon que ce qu'anticipaient les marchés. Après, la BCE est toujours très, on le voit comme la Fed aujourd'hui, ils font très attention au marché, ils essaient de ne pas le brutaliser, mais on est obligé quand même de mettre en place, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'arguments, à part c'est vrai l'inflation, qui est restée à 1,5, qui reste encore assez basse, mais on a quand même une dynamique qui est plutôt positive et qui permet, c'est les termes du président de la Banque de France, qui permet de recharger un petit peu. Si on réduit ces achats, ça nous donnera des cartouches supplémentaires pour une prochaine crise. Janet Yellen, vous voulez la voir continuer pour un nouveau mandat le 3 février prochain. Il faut en changer, pourquoi pas Kevin Warsh, c'est le nom qui circule le plus en tout cas en ce moment, où vous dites je m'en fiche, la Fed restera la Fed, enfin telle qu'on la connaît, il n'y aura pas de changement dans la manière dont la Fed fonctionne après le 3 février. Alors, c'est délicat parce que c'est vrai que Kevin Walsh est le plus à même, quoi. En gros, le favori. Il y en a d'autres derrière qui sont un peu plus colombes, notamment je crois que c'est Gary Cohn, le conseiller économique, de la Maison Blanche, mais qui est plutôt très colombe. Ouais. Donc on voit quand même que il y a une volonté dans les successeurs de pas trop changer la donne, de rester assez consensuel pour pas casser la dynamique, mais ça peut effectivement amener quand même à des mouvements, à des petites inquiétudes. Après, je pense pas que ce soit un problème majeur, parce que même si le président Trump a été très critique sur la Fed, on remarque que ces derniers mois, il l'a été beaucoup moins, et qu'il voit bien que ça se passe plutôt bien sur les marchés, et que la politique adoptée a plutôt porté ses fruits. Il sera pragmatique lui aussi peut-être au moment de choisir le successeur de Janet Yellen, ou de renouveler Janet Yellen pour un mandat à la tête de la Fed. Dernière question, alors toujours dans les mouvements de spéculation qu'on a. Alors Amazon va racheter toute la distribution française, alors des contacts ont été noués, Accenture ou Capgemini pourraient être des prédateurs pour certains grands groupes de publicité mondiaux. Publicis prend 3% aujourd'hui. BNP pourrait racheter Commerzbank, ou Unicredit, l'italienne, pourquoi pas également. Alors, beaucoup de spéculation dans plein de secteurs différents en ce moment. Qu'est-ce que ça vous inspire? En général, c'est plutôt positif. Quand on a une dynamique comme ça, c'est qu'on est optimiste, on veut aller conquérir des parts de marché, et c'est plutôt
porteur pour les marchés actions. Après, bon, il faut faire attention parce qu'on sait très bien que certaines fusions parfois n'ont pas les effets escomptés. Sur le sujet effectivement numérique, sur notamment Publicis avec Capgemini et Accenture, je pense que c'est un petit peu une projection par rapport aux parts de marché qui sont mangées par les grosses techno américaines, par les GAFA qui viennent grignoter, et on essaie de contre-attaquer. Donc pourquoi pas mettre des alliances en place pour digitaliser plus le secteur de la publicité. C'est des alliances qui font du sens. Après, faut faire attention parce qu'il y a des fusions parfois qui sont pas toujours, on va dire après coup, en termes de restructuration, qui sont pas toujours porteuses de bénéfices pour les actionnaires. Et Paul Hermelin, il grille pas les étapes. Lui dit à ce stade, nous on préfère travailler effectivement sur des partenariats avec Publicis. On a remporté le budget McDonald's, je crois, avec Publicis. Voilà, donc des choses assez ponctuelles. Effectivement, et d'ici un acteur comme Accenture qui demain rachète, je sais pas, Omnicom ou WPP. Forcément, il faudra qu'on réagisse. Mais à ce stade, il n'y a pas visiblement d'ambition plus que ça de monter un mécano Publicis Capgemini. C'est peut-être un peu tôt encore. C'est peut-être un peu tôt encore. Mais bon, à surveiller. Voilà. En tout cas, les analystes travaillent sur ce genre de sujet en ce moment. Merci beaucoup, Quentin. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfi. On va marquer une pause. On va retrouver Grégory Volokin dans quelques instants. Duplex depuis New York. Les marchés américains sans véritable tendance. Voilà, on prend le temps d'observer un peu ce qui se passe. Du côté espagnol, en tout cas pour nous en Europe, l'Espagne qui reste sous pression, et puis aux États-Unis, quelques statistiques sur le marché de l'emploi. On va en parler dans un instant, donc avec Grégory qui nous attend à New York. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.